Oui, OK. Alors, merci beaucoup. Je suis très heureuse de participer à cette série de webinaires là, du consortium qui vise à offrir des soins en santé en français. Et plus précisément, il me fait vraiment plaisir de parler aux travailleurs héros de la santé afin de mieux conscientiser la population francophone sur des problèmes perceptuels qui peuvent se développer avec l'âge. Donc, je vais parler de voir, percevoir et vieillir aujourd'hui. Et ma présentation va être structurée ainsi. Je vais vous rappeler, si on veut, de certains problèmes visuels qui se développent avec l'âge et des problèmes que vous connaissez probablement très bien. Mais ce que je vais mettre l'emphase sur le fait que ces problèmes-là peuvent influencer les comportements de nos patients et leurs performances cognitives. Et je vais aussi essayer de nous conscientiser à deux conditions qui sont très mal connues dans le système de la santé, mais qui sont assez fréquentes. Et une condition, c'est le syndrome de Charles Bonnet. Ces gens-là perçoivent des choses sans voir. Ils n'ont pas de vision, mais ils perçoivent des choses. Et l'autre condition est l'atrophie corticale postérieure. Et cette condition-là, c'est un peu le contraire. Les gens voient bien, mais ils ne perçoivent pas bien. Et c'est un type de démence dont je vais parler. Et ces deux conditions-là sont mal connues, alors c'est important de bien essayer de les connaître. Alors, commençons. Si je vous demande de simplement compléter cette phrase. Donc, dans votre tête, parce qu'on est en ligne, en vieillissant, la plupart d'entre nous avons peur de perdre la mémoire, évidemment. Alors oui, les problèmes de mémoire sont associés avec le vieillissement et les grands-parents, les gens qui vieillissent ont tous peur un peu de perdre la mémoire. Par contre, moi, ce dont je veux parler, c'est des habiletés au-delà de la mémoire. Avant de mémoriser l'information, il faut bien la voir. Il faut bien la voir et dans ce cas, je vais parler des sensations, de bien enregistrer l'information et dans mon cas, je vais parler de la vue. Et ensuite, il faut bien percevoir l'information, ce qui veut dire bien la sélectionner, l'organiser, l'interpréter et agir sur cette information. Avec le vieillissement, ces deux étapes sont compromises jusqu'à un certain point et évidemment, ça va toucher nos habiletés de mémoire. Mais la plupart des patients vont décrire la plupart des problèmes qu'ils vont avoir comme étant des problèmes de mémoire. Mais il faut bien être conscientisé au fait que peut-être ça vient d'un niveau au-dessus de la mémoire qui est la perception. Donc, comme la plupart d'entre vous le savez, avec le vieillissement normal, les gens au-delà de 45 ans vont développer la presbytie. Donc, les gens voient bien de loin, mais pas bien de proche. Et c'est pour ça que on doit tenir un menu ou le journal de très loin de soi. La raison de ça, c'est que les lentilles deviennent plus rigides avec l'âge. Ça fait en sorte que l'image, elle est floue au niveau de la rétine, telle qu'ici, là. Elle est plutôt au foyer au-delà de la rétine, plus loin que la rétine. Et on peut évidemment porter des lunettes de correction, de sorte que l'image sera au foyer au niveau de la rétine. Donc, ce n'est pas un gros problème. D'autres problèmes que vous connaissez sûrement qui viennent avec la vision et l'âge, c'est le rétrécissement de la pupille qui fait en sorte que le soir, on peut voir des lumières de façon floue ou très diffuse, comme celle-ci. Nos yeux aussi produisent moins de larmes avec l'âge et beaucoup d'entre nous, avec l'âge, vont avoir des corps flottants, c'est-à-dire on voit des petites images, des petites bébites noires là, qui se promènent dans notre champ visuel. Malgré le fait qu'on puisse, évidemment,
ces problèmes visuels, on peut les corriger ou les gens essaient de les corriger avec des lunettes quand on va chez l'optométriste. Mais ce que je veux dire, c'est que malgré ça, malgré le fait que les gens croient avoir une vision corrigée, qui portent leurs lunettes, il y a une étude auprès de 1500 individus qui montre que 25% des personnes âgées de 75 de 50 ans et plus demeurent, malgré leurs lunettes, là, ils demeurent avec une acuité visuelle qui est de loin non optimale. Okay? Donc, il y a des gens qui ont une acuité visuelle déficiente. Certains, 11% ont une acuité visuelle basse, qui en anglais, on appelle low vision. Donc, c'est vraiment limité comme vision. Et 2% de ces gens-là pourraient être déclarés officiellement comme aveugles. Donc, encore une fois, même avec des lunettes, des gens âgés, des patients âgés avec qui on fait affaire, il faut bien reconnaître qu'il arrive assez souvent qu'ils ne voient pas si bien que ça. Okay? Et probablement aussi, comme vous le savez, il y a des problèmes au niveau de la vision qui sont assez fréquents avec le vieillissement, dont les cataractes, qui sont le fait que les lentilles deviennent opaques et les gens ne voient plus clairement. On peut avoir une opération, bien sûr. Il y a la dégénérescence maculaire qui se produit comme ça, où on voit mal dans notre champ visuel central. Et puis, on peut développer le glaucome, où c'est le contraire, on voit mal dans le champ, en périphérie de là où on regarde. Si les gens ont le diabète, ils peuvent avoir de la rétinopathie, où on a des points aveugles dans le champ visuel. Et certains individus vont avoir du décollement de la rétine où on ne voit pas une certaine partie du champ visuel. Et on peut aussi avoir ici, encore une fois, des corps flottants souvent dans cette condition. Dans une autre étude qui est moins d'individus, 51 adultes de la communauté qui, encore une fois, portent leurs lunettes, on peut voir qu'il y a en fait 83% des gens qui ont déjà eu un de ces problèmes oculaires. Okay? Donc, 20% ont eu la dégénérescence maculaire, 10% glaucome, cataracte, c'est fréquent chez les gens âgés, 53% d'eux ont eu ça. Donc, ils ont eu cette condition-là, ils sont traités, ils portent des lunettes, ces gens-là. Et dans cette étude, ce qu'on a fait, c'est qu'on leur a donné des tests cognitifs et on se rend compte que lorsque leur acuité visuelle elle est faible, leur résultat au test cognitif de nature visuelle est aussi faible. Okay? Et cette étude où ces résultats-là ont été trouvés aussi par une autre étude qui a été faite à l'école d'optométrie à l'Université de Montréal, où on avait ici des gens qui ont eu la dégénérescence maculaire liée à l'âge et qui ont des résultats compromis à des tests neuropsychologiques de nature non visuelle plutôt, comme le Trail Making Test, que vous connaissez peut-être, Digit Symbol et Symbol Search, qui sont des sous-tests de l'échelle de Wechsler. Et les voici. Alors, vous pouvez voir que ce sont des tests dans lesquels, évidemment, il y a des détails visuels qu'il faut reproduire ou des points à relier ou raisonner par rapport à des images. Évidemment, peut-être peu d'entre vous donnez des tests neuropsychologiques, alors vous dites, quoi, c'est pas important. Mais évidemment, il faut bien se rendre compte que si on demande à des gens âgés de remplir des questionnaires ou de lire des directives, il faut que ce soit écrit plus gros, en noir sur blanc, et que l'éclairage dans la salle soit très bonne pour qu'ils arrivent à bien voir. Et cela, encore une fois, même si ils disent qu'ils ont une acuité visuelle qui est OK et qu'ils portent leurs lunettes. Okay? Un autre problème qui peut se produire avec l'âge et affecter beaucoup la vision, c'est évidemment un dommage dans le cortex visuel qui viendrait d'un accident vasculaire cérébral. Alors, comme je pense la plupart d'entre vous le savez, une personne sur 6 va vivre un AVC dans sa vie. Et chez ces gens-là, 50% ont entre 65 et 84 ans et 25% ont 85 ans et plus.
Et donc, les probabilités qu'il y ait un dommage aussi dans le cortex visuel est de loin augmentée chez les gens âgés. Voici un exemple d'un cerveau dans lequel, clairement, il y a un dommage dans le lobe occipital qui est spécialisé dans la vue en soi. Le dommage est à la gauche. Cette personne-là, c'est ce qu'elle voit ici de son œil gauche. Vous voyez ma petite... vous voyez ma flèche, n'est-ce pas? Alors, ça, c'est dans l'œil gauche. La personne, disons, regarde ici. La personne sera aveugle à la droite de son point de fixation. La même chose se produira dans l'œil droit. La personne, disons, l'œil droit regarde au centre. La personne sera aveugle dans le champ visuel droit. Et c'est ce qu'on appelle une hémianopie ici à la droite. Donc, il y a plusieurs personnes âgées qui ont certaines parties du champ visuel aveugle à cause de problèmes d'AVC. Et ben voici dans le bon vieux temps dans lequel on pouvait aller dans des belles fêtes où il y avait plusieurs gens. Alors, disons que la personne, vous êtes une personne ici où c'est un patient qui est dans une fête et qui regarde ici le violoniste et qui a de l'hémianopie à la droite. Donc, la personne est aveugle à la droite. Okay? Évidemment, cette personne entend de la belle musique, puis se dit, mais oh, il y a d'autres instruments qu'un violon ici. Alors, pour voir tout le champ visuel, la personne doit bouger ses yeux, changer le point de fixation, bouger la tête, bouger les yeux pour mieux voir tout le champ visuel et voir les autres musiciens. Donc, il est important de savoir si des patients ont des régions de leur champ visuel aveugle et si oui, il faut bien les encourager à bouger leurs yeux et leur tête. Malheureusement, en pratique, il y a beaucoup de malentendus par rapport à l'hémianopie, par exemple. Et alors, encore une fois, disons qu'on a une hémianopie droite, la personne fixe ici va être aveugle à la droite. Beaucoup de patients ou même de leurs membres de la famille vont décrire ce problème-là comme étant « je ne vois pas de mon œil droit », mais ce n'est pas le cas. En fait, la personne, si on changeait, si la personne regardait avec son œil droit, elle aurait le même problème. Et donc, c'est vraiment un problème cortical et c'est important de reconnaître ça et de bien éduquer les membres de la famille et les patients. Donc, en pratique, c'était juste un rappel, là, parce que je sais qu'on est tous bien conscients de ça, mais dans la réalité, quelquefois, tout va vite et puis on oublie de se préoccuper de la vision de nos patients. Donc, il faut bien connaître leur acuité visuelle et si leur champ visuel est complet. Il faut bien leur donner un bon éclairage, agrandir les stimuli visuels qu'on leur présente et encourager le balayage visuel, là, comme je l'ai illustré. Okay, dans la prochaine partie de ma présentation, là, je vais parler de choses que peut-être vous connaissez un peu moins. Alors, c'est le syndrome de Charles Bonnet. C'est un syndrome qui, en fait, est assez fréquent chez les gens qui voient mal, mais qui est vraiment mal connu et mal géré dans le système de la santé. Alors, ce syndrome arrive chez les gens qui ont une vision très limitée, soit à cause de problèmes oculaires, comme je les ai définis, soit à cause de problèmes cortical, là, de dommages cérébrales. Okay? Donc, ils ont une vision, ce sont des gens qui ont une vision limitée ou qui ont acquis, qui est inexistante, en fait, qui sont devenus aveugles. Cette condition-là, elle a été décrite par un scientifique, Charles Bonnet, très tôt. Et lui, il a vécu cette condition-là. Alors, c'était un homme très, très intelligent qui a développé une vision très basse et qui s'est mis à halluciner, qui avait des hallucinations visuelles complexes. Et encore une fois, ben, c'est clair que cette personne n'avait aucun trouble psychologique. Donc, ce sont des gens qui sont en santé mentale, qui voient mal, mais qui hallucinent, qui voient, qui ont des perceptions visuelles, des hallucinations. Et on a estimé que, considérant combien de gens âgés avaient des problèmes visuels, qu'à peu près sur 100 patients que vous pouvez voir qui ont une très faible vision,
à peu près 4 d'entre eux devraient ou ont une grande probabilité de vivre ce syndrome-là. Et voici une illustration d'une femme qui a une dégénérescence maculaire. Donc, elle regarde le visage de sa fille, elle ne voit pas bien. Par contre, elle voit un papillon de façon très vivide là, sur son épaule. Et elle dit, je n'arrive pas à voir le visage de ma fille, mais je vois très clairement un gros papillon coloré. Et donc, elle a le syndrome de Charles Bonnet. Vous allez m'excuser, mon chien. Excusez-moi. Donc, pour avoir le diagnostic de Charles Bonnet, les gens doivent avoir une acuité visuelle qui est compromise. Ils doivent voir des hallucinations visuelles qui sont persistantes, répétitives, qui ont de formes complexes. Et voici un exemple ici, là, de fleurs et de visages, où les gens hallucinent ça. Les gens doivent avoir bien une bonne conscience que les images ne sont pas réelles et ne doivent pas avoir d'autres hallucinations sensorielles. Donc, ils ne doivent pas avoir d'hallucinations auditives et ils n'ont aucun désordre psychiatrique. En réalité, le syndrome est peu rapporté. Des gens qui l'ont, il y a à peu près, on estime qu'il y a à peu près que 61% d'eux qui vont même oser en parler. Donc, dans le domaine de la santé, c'est très, très mal diagnostiqué et c'est souvent très mal géré. Donc, les gens, en fait, sont souvent référés en psychiatrie. Et la psychiatrie a reconnu ce syndrome comme étant une entité unique et non psychiatrique en 1982, qui quand même n'est pas si... ça fait pas si longtemps. Voici le type d'hallucination que les gens peuvent avoir. Donc, ici, on voit un cercle avec des lignes. Il va y avoir des genres de textures. Ici, un autre pattern qui est un peu concentrique. On voit ici des gens qui jouent du piano, des petites filles qui dansent. Et ce qu'on sait sur ça, c'est qu'encore une fois, c'est une condition peu connue, mais quand même fréquente. On sait que chez les gens qui visitent une clinique de réhabilitation visuelle, et celle-ci est celle ici à Toronto, l'Institut national canadien pour les aveugles, donc de 2565 clients qui ont 40 ans et plus, 18,8 ou à peu près 20% de ces clients-là ont le syndrome de Charles Bonnet. Alors, c'est quand même pas négligeable. Et dans la prochaine partie, je vais vous montrer une vidéo d'une dame qui a le syndrome. Malheureusement, c'est en anglais. Et cette dame, je crois qu'elle est écossaise. Elle a un accent assez prononcé. Et donc, j'espère que vous allez bien comprendre. Mais le vidéo ça vaut la peine de porter bien attention là, parce qu'elle illustre bien la condition, le type d'hallucination et aussi la frustration et de se promener dans le système de santé pour être bien diagnostiqué et aussi combien ça lui a fait de bien de savoir ce qu'elle avait à la fin. OK? Donc, c'est pas très, très long, là, à peu près 4 minutes. Mais encore une fois, je suis désolée, c'est en anglais, mais je crois que vous allez apprécier. J'espère que vous allez apprécier. Ça commence un tout petit peu plus loin. Well, I wakened up one night and to my horror, the walls appeared to be covered in fur, white fur or fleece or something of that kind. We have plain walls, but this was startlingly white, really brilliant white. Ceiling, the bed covers, everything were covered in white fur. And that was, to me, the worst thing I had ever seen. I awakened my husband and said, I don't know what's happening to me. Everything's covered in white fur. And I got out of bed and clawed at the walls
as I got up nearer to the wall, I could see that it wasn't there, but as I come back, it was there and it was everywhere. And it was then I thought, I can't live like this. I've got to find out what this is. I spoke to my GP about it at first, and he said no, he had no idea. And I was seeing him about something else, and I said, well, I sit here, your room's covered in pink squares and they're all moving. He said, I have no idea what that could be. No, I really don't know what that is. I tried to get an appointment at the hospital, but they just kept saying you have an appointment for a year and the clinics are full. So in desperation, I phoned the A&E helpline, and they said, come in the morning and somebody will see you. So I went into hospital in the morning, and they just said the same thing. You see pink squares? And I don't know what that could be. And they sent me to the other hospital in the area, where I saw a doctor there, and he said, what you have is scarring on your retina, and I'm afraid you have it for the rest of your life. There's nothing we can do about it. So I accepted that for a while, and I thought this must be what it is, until it really it was getting worse all the time. And the night that I saw the white fur all over the walls was really the end. And I phoned again, and I went there, and the man I saw said, as I said before, well, you're the lady who sees things. And he referred me to a psychiatrist. Now, the psychiatrist phoned me up, and we had a long involved chat, and she said, Mrs. Sword, you don't need to see a psychiatrist, you need to see a good eye doctor. What I would like to have been able to do was to have found out immediately what was wrong with me. And I think that in the hospital, when you're diagnosed with macular disease, the best idea would be, if not the first visit, certainly amongst the first few visits you have to see your consultant, you should be told that you may see patterns and colours and things you can't understand. Don't panic. It's quite a well-known complaint. It's just something that happens because of your problem with your eyes. That would take away the fear. It's the fear of what's happening to you that you can't live with. And I'm fortunate to have have my husband here, but for people who are on their own, I can't imagine how their minds must work. To be on your own and waking in the night and seeing things, and some people do see cats and dogs and people and horses and all gardens. The last thing I saw just a couple of weeks ago was snakes coming out of the ground and waving about like a snake charmer snake. They looked like snakes, they're patterned in the back. I was terrified. And I know what I've got. So can you imagine what it would be like if you didn't know what you had and you saw things like that? It's absolutely terrifying. But it doesn't need to be, because if your consultant would tell you, and amongst your first visits, to be prepared that you might see something like that, then all that fear would be taken away. And that's what happened to me when I phoned the Macular Disease Society. All the fear went. I just felt it was really like a load being lifted off. You actually know what I've got. But I'd been trying for a year to find out what I had. Alors, merci de votre attention. Comme vous pouvez voir, c'est très, très important, je crois. Elle montre bien l'importance d'être réassuré, d'être éduqué par rapport à la situation. Donc, quand on a des patients qui ont une vision très limitée, c'est vraiment, je pense, important de peut-être leur demander si ils voient des choses que d'autres personnes ne voient pas, et puis de leur parler de ce syndrome-là qui est habituel, en fait.
Donc, voici un cas que moi, j'ai vu. Donc, c'était un homme d'un niveau d'éducation très élevé. Alors, cet homme avait le syndrome de Charbonnet. Il était un avocat à la retraite. Il avait du glaucome et son acuité visuelle était compromise. Alors, quand on tenait nos doigts devant lui, il pouvait compter combien de doigts, là, on lui montrait, mais c'était son acuité visuelle était limitée à cette tâche à peu près. Et il avait un profil cognitif tout à fait plus que fonctionnel supérieur. Son quotient intellectuel était supérieur, sa mémoire verbale supérieure. Son état cognitif, on l'a suivi pendant 3 années et il n'avait pas de démence. Par contre, il avait une difficulté cognitive importante qui était l'alexie sans agraphie. Donc, il pouvait écrire quelque chose, il était capable d'écrire, et voici une petite note qu'il a lui-même écrite. Why sleep, not stored boxes, books, photos. Et vous voyez qu'il s'écrivait des notes qui étaient en fait écrites en noir et en gros, pour qu'il puisse les relire, parce qu'il est bien conscient qu'il ne voit pas bien. Mais il était très frustré parce qu'il ne pouvait pas relire ses propres notes. Donc, et ces hallucinations, de façon très intéressante, étaient des textes, et ça, c'est des simulations, là, c'est pas vraiment ce qu'il voyait, mais cet homme hallucinait du texte et des symboles qui étaient illisibles. Il était impossible de les comprendre. Il disait, c'est comme si j'inventais un langage et j'aimerais le comprendre. Et ce texte-là était organisé en rangées ou en colonnes. Ces visions de texte étaient persistantes, couvraient tout le champ visuel et quelquefois, il rapportait des formes de couleurs à travers le texte. Évidemment, cet homme-là avait des symptômes de dépression. Il était très frustré de ne pas pouvoir lire ni son écriture, ni, disons, des grands titres, là, des titres écrits grands en gros dans les journaux, ni ses hallucinations visuelles. Donc, il était quand même assez déprimé. Et on peut le comprendre parce que c'est un peu comme vivre dans un monde où on est exposé qu'à des prescriptions de médecins là, qu'on est incapable de lire. Alors, en effet, ce pauvre homme était très frustré et bénéficiait beaucoup de savoir quelle était sa condition et de savoir que c'était normal et qu'il pouvait aussi en parler à d'autres gens qui vivaient aussi ce syndrome. Donc, c'est très intéressant parce qu'au Canada, ou même aux États-Unis, il n'y a pas de publicité sur cette condition-là. Mais je pense que c'est important d'en parler. Et en Europe, il y a des publicités, comme par exemple la Macular Society. Ils ont des publicités où, par exemple, c'est comme celle-ci. I see street lights and traffic lights multiply. It looks like fireworks everywhere. Et la publicité dit, ben, you're not losing your mind, you're losing your sight. Donc, on en parle et c'est beaucoup plus publicisé. Alors, c'est important de s'impliquer dans la conscientisation, dans la psychoéducation, dans le réconfort de patients qui peut-être ont une vision très limitée et qui voient des hallucinations visuelles. Et pour la dernière partie de ma présentation, je vais parler en fait un peu c'est pas tout à fait le problème au contraire, mais ce sont des gens qui voient correctement, donc ils ont une bonne vision, mais ils ne perçoivent pas bien, OK? Et cela est à cause de l'atrophie du cortex visuel. Et juste pour vous rappeler un peu l'anatomie du cortex visuel, alors comme je l'ai illustré déjà, le lobe occipital est impliqué dans la vision en soi, voir correctement. Et de là, l'information va voyager dans l'aire occipito-temporale qui est spécialisée dans les
habiletés visuospatiales et les actions, comment agir sur ce qu'on voit, aller chercher un verre d'eau, etc. Il y a d'autres informations qui voyagent dans le bas du cerveau, dans la région occipito-temporale. Et cette région-là, elle est spécialisée dans la reconnaissance des objets, des visages, des endroits et même des mots. Donc ça, c'est vraiment la perception pour reconnaître les choses. Et quand on a de l'atrophie au cortex visuel, ben, ça s'appelle l'atrophie corticale postérieure. Encore une fois, c'est une condition peu connue, mal diagnostiquée, mais pas si infréquente que ça. Et donc, c'est ce qu'on appelle en fait, c'est une variante visuelle de la maladie d'Alzheimer. Et ici, dans ma présentation, quand je dis maladie d'Alzheimer, je veux dire la maladie typique là, de problème de mémoire. Okay? Et donc, ce type de démence a été reconnu qu'en 1988 par Benson et Hall. Et on sait que la cause principale, c'est la même que la maladie d'Alzheimer typique, là, dans 70 à 80% des cas. Donc, c'est la même pathologie que l'Alzheimer. Par contre, la distribution de la pathologie est très différente, c'est-à-dire que c'est dans le lobe occipital, dans la région postérieure, les aires occipitales et occipito-pariétales et temporales. Et un des grands neurologues qui travaille dans le domaine est Dr. Tangway, qui est ici à Toronto et avec qui j'ai collaboré. Et donc, pour comparer le cerveau directement de gens qui ont l'atrophie corticale postérieure à des gens qui ont l'Alzheimer typique, voici une petite étude ici qui montre 39 patients avec l'atrophie corticale postérieure et 24 avec l'Alzheimer. Et ce qu'on voit ici, c'est qu'en bleu, vous voyez qu'il y a moins d'activité dans le cerveau au niveau postérieur chez les gens qui ont l'ACP, l'atrophie corticale postérieure, et il y a plus d'activité au niveau frontal chez ces gens-là que chez les gens qui ont l'Alzheimer typique. Alors, je vais vous décrire la maladie. Au début de la maladie, ben, les gens ont encore une fois de l'atrophie au niveau postérieur. Et ils se plaignent de troubles de vision. Ça peut être je ne vois pas bien, ça peut être j'ai de la difficulté à lire. Et évidemment, ben, ils vont consulter. Excusez-moi. Oups. Excusez-moi, il y a quelque chose qui ne va pas. Ah, OK, je m'excuse, j'ai fait entrer quelqu'un dans le séminaire et ça a dérangé un peu ma présentation. Alors, ces gens-là se plaignent de troubles de vision, là, comme lecture, etc. Ils vont consulter en optométrie et en ophtalmologie et on leur dit, bah, il n'y a rien qui ne va pas avec votre vision. Vous avez une parfaite acuité visuelle, vous voyez très bien. Par contre, ben, on va voir que leur acuité visuelle, et c'est vrai que leur acuité visuelle et leur état physique, là, en général, ils sont en santé. C'est normal. Et en fait, ils ont, au niveau cognitif, là, quand on regarde leurs habiletés cognitives, ils ont une parfaite mémoire, ou enfin une mémoire épisodique normale. Ils ont un bon jugement, ils ont de bonnes fonctions exécutives. Le langage est habituellement intact et ils n'ont pas de changement de comportement et de personnalité. Remarquez que ces habiletés-là sont dans l'Alzheimer typique, celles qui sont compromises très tôt dans la maladie. Par contre, pour l'ACP, les habiletés qui vont être compromises au début de la maladie, et là, il y en a plusieurs, mais je vais les faire une après l'autre tranquillement. Il y a l'agnosie de l'espace et des objets, donc ils ont de la difficulté à percevoir et reconnaître les objets, l'espace, difficulté de lecture, l'alexie. Ils ont des difficultés de planifier et de coordonner leurs mouvements par rapport à des mouvements volontaires qu'ils veulent faire, donc la dyspraxie.
Souvent, ils vont avoir des troubles d'attention ou voir plusieurs choses à la fois est problématique, simultanéité. Ils vont avoir de l'apraxie oculomotrice, donc des difficultés à faire des mouvements oculaires à les initier. Et souvent de l'ataxie optique, qui est le trouble de préhension des objets sous le contrôle de la vue. Et ces trois conditions ensemble représentent le syndrome de Ballet, que peut-être vous connaissez. Et certains vont vivre de l'acalculie, des difficultés à manipuler, former, reconnaître les symboles arithmétiques ou des chiffres, la graphie, trouble d'écriture, l'agnosie des doigts, ils savent quels doigts on leur touche, disons, et ils vont souvent être mêlés par rapport à la gauche et à la droite. Et ces quatre conditions sont le syndrome de Gershman. Alors, rappelez-vous qu'ils ont, alors encore une fois, ils ont tous ces problèmes perceptuels, mais à la fois des habiletés de mémoire, de jugement, de personnalité intacte. Et donc, ces gens-là se retrouvent avec un profil cognitif dans lequel leur quotient intellectuel non verbal est inférieur à celui verbal. Et souvent, ils vont vivre des symptômes de frustration et de dépression assez importants parce que, comme vous pouvez le voir, ils ont une bonne mémoire, ils ont un bon jugement, ils savent très bien que quelque chose ne va pas chez eux et ils sont souvent mal diagnostiqués. Et donc, voici une autre illustration qui compare leur profil cognitif à celui de l'Alzheimer typique. Alors, voici ici, alors la roue représente toutes les habiletés cognitives et plus la couleur va à l'extérieur de la roue, plus la fonction est intacte à travers le temps. Et ça, c'est moins il y a de couleurs, plus la fonction est compromise à travers le temps. Donc, voilà ici la maladie d'Alzheimer typique. On a mémoire verbale, fonction exécutive, mémoire non verbale, langage, émotion. Ici, ce sont les habiletés plus, ici, plus de perception, ou action, littératie, calcul, représentation d'objets, espace, connaissance non verbale, ici, connaissance verbale. Alors, vous pouvez voir que dans la maladie typique d'Alzheimer, comme vous le connaissez bien, évidemment, les problèmes de mémoire sont compromis. Les problèmes de mémoire sont là très tôt dans la maladie. Et si on compare à l'atrophie corticale postérieure ici, ben, vous pouvez voir en fait que la mémoire verbale, elle n'est même pas touchée durant la maladie. Celle visuelle va l'être un peu, évidemment, parce qu'ils ne perçoivent pas bien les choses. En effet, toutes leurs difficultés sont de type perceptuel. Et comme j'ai dit, c'est une condition mal connue, mais quand même assez fréquente. La fréquence des cas, elle est définitivement sous-estimée, c'est-à-dire qu'on est encore en train d'étudier ça. Mais on sait que 5% des cas dans des cliniques spécialisées là, de neuropsy ou de neurologie en évaluation cognitive sont de ce type d'Alzheimer, de ce type de démence. Des cas de tous les cas qui sont diagnostiqués avec l'Alzheimer en soi, typique, 13% d'eux sont de ce type-là. Il ne semble pas y avoir de différence entre les hommes et les femmes et la maladie se développe assez tôt, entre 50 et 65 ans, qui est un peu plus tôt que la maladie d'Alzheimer typique. Et voici un cas que j'ai vu qui avait l'atrophie corticale postérieure. C'était un homme très éduqué, très accompli professionnellement et très, très, très intelligent et qui avait une acuité visuelle normale quand il portait ses lunettes, mais il s'est mis à se plaindre que sa lecture était vraiment compromise en 2010. Malgré le fait qu'il avait eu des cataractes, il avait eu des opérations pour le corriger. Donc, même après ces opérations, il continuait à avoir vraiment des problèmes visuels. Tout le monde lui disait que sa vision était correcte. J'ai eu la chance de le suivre et d'évaluer son profil cognitif pendant de 2010 à 2017, qui est une chance inouïe. Cet homme-là, comme j'ai dit, avait le profil typique au départ de sa maladie, où son quotient intellectuel verbal était très grand, 143, très supérieur,
mais il était supérieur à celui non-verbal, qui lui aussi était très excellent, 120, au départ de la maladie, mais vous allez voir qu'en fait, à travers sa maladie, il est devenu pratiquement... il ne pouvait plus du tout fonctionner au niveau visuel. Et donc, voici, j'ai travaillé avec Dr. Teng sur ce cas, et je ne veux pas donner trop de détails ici, là, parce que j'ai commencé un peu tard, mais alors, on a vu au départ qu'il avait de l'atrophie corticale dans les aires pariétales et occipito-temporales, surtout à la gauche, et on a fait des images de son cerveau de façon répétée, et on a vu qu'il y avait cette atrophie-là, elle était progressive dans les aires occipitales, temporales, pariétales, c'était plus prononcé à la gauche, et de façon intéressante, ces hippocampes qui sont importants dans la mémoire étaient intacts. Alors, voici son profil cognitif à travers 7 années. Alors, il va y avoir pas mal d'informations là, mais je vais essayer de les résumer. Alors, voici à travers les années, différentes habiletés cognitives, et la couleur de la ligne représente son niveau de fonctionnement. Quand c'est pâle, ça va bien. Quand c'est foncé, ça va mal. OK? N'oubliez pas que cet homme-là, il fonctionne à un niveau super supérieur, là. Alors, si il a, par exemple, une performance moyenne ou moyenne basse, c'est certainement un problème pour lui parce que, bien que c'est fonctionnel, lui, il vit quelque chose de très différent par rapport à sa propre réalité. Alors, remarquez des choses très intéressantes. Son raisonnement pratique est demeuré intact tout le long de sa maladie. Okay? Par contre, très tôt dans sa maladie, et à travers, vous voyez déjà c'est foncé là, au début de sa maladie, il travaillait très, très lentement. Ça, c'était assez impressionnant. Là. Sa vitesse de traitement était de loin ralentie. Évidemment, son raisonnement verbal est resté quand même intact, intact, je devrais dire fonctionnel, très longtemps dans sa maladie, et son raisonnement perceptuel était compromis plus tôt. Voici ses habiletés perceptuelles. Vous pouvez voir que ses habiletés de lecture, de reconnaissance des visages et des objets ont été compromises très tôt dans sa maladie. Après, disons, 3 ans après son diagnostic, il ne pouvait plus reconnaître quoi que ce soit. Ses habiletés visuospatiales étaient aussi limitées, mais elles ont été compromises un peu plus tard. Et évidemment, sa perception de l'espace a été compromise aussi. De façon intéressante, par contre, il était capable d'agir sur son environnement visuel assez bien. Alors, c'était intéressant parce qu'il avait vraiment de l'atrophie là, qui se manifestait beaucoup au niveau de la reconnaissance perceptuelle. Et regardons sa mémoire maintenant. Sa mémoire visuelle, évidemment, remarquez qu'elle était quand même assez bonne, et certainement sa reconnaissance était fonctionnelle jusqu'à un certain temps. Mais évidemment, la mémoire visuelle a été compromise tôt parce qu'il ne perçoit pas bien son monde visuel. Alors, on ne peut pas bien mémoriser les choses si on ne les perçoit pas bien, évidemment. Par contre, remarquez sa mémoire verbale. Entre autres, la reconnaissance. Donc, si on parlait à cet homme-là, on lui donnait des choses à mémoriser et qu'on lui donnait des choix plus tard au niveau verbal, il a été capable de faire ça durant toute sa maladie. Donc, il était fonctionnel au niveau de la mémoire verbale, encore une fois, de reconnaissance toute sa vie. Par contre, il avait des difficultés de mémoire de travail et de générer l'information, de se rappeler de l'information par lui-même, c'était difficile, mais entre autres parce que aussi son langage est devenu très limité à la fin de sa maladie. En effet, son langage, comme j'ai dit, il pouvait bien nous comprendre tout le long de sa maladie, bien qu'il avait perdu quand même certaines habiletés, mais il avait de la difficulté à s'exprimer. À la fin, en fait, il était aphasique. Il ne pouvait vraiment, avec grande difficulté, s'exprimer, comme moi dans le moment. Alors, c'est intéressant. Vous voyez que c'est très différent comme profil de l'Alzheimer, où cette personne, cet homme,
qui fonctionne très mal, qui, de niveau pratique, ne fonctionne pas du tout. Il est pratiquement aveugle et sa femme le décrivait comme aveugle, bien qu'il voit bien, mais il ne pouvait pas reconnaître son environnement, il ne pouvait pas fonctionner, il pouvait à peine parler, mais il raisonnait de façon pratique correctement, il reconnaissait et nous comprenait bien. Alors, vous pouvez voir que ça peut être très frustrant comme condition. Donc, pour terminer, j'espère vous avoir rappelé qu'il faut se préoccuper des troubles de la vision chez les patients âgés parce que ça va avoir un impact sur leur comportement, sur leurs résultats des tests cognitifs ou à simplement lire des questionnaires, etc. Et j'espère vous avoir conscientisé au syndrome de Charles-Bonnet qui est peu connu, mais assez fréquent et aussi au type de démence qui est la démence de variante visuelle, qui est l'atrophie corticale postérieure. Et donc, je vous remercie et j'accueille grandement vos questions. Merci beaucoup, Josée. Oui, c'est ça. Si vous avez des questions, vous pouvez soit les poser par chat si vous désirez ou ouvrez votre micro et ça nous fait plaisir si vous voulez participer.